Bonsoir, bienvenue à ce 11e Stammtisch ésotérique. Alors je suis un peu à la bourre, je suis encore en habit d'atelier. Voilà, c'est un peu... j'étais en train de faire des devis, un truc passionnant. Bonjour à celle qui arrive, bonjour Onyx, bonjour Séverine, bonjour Housefash, si j'arrive à lire. Tu m'excuses si je n'arrive pas à lire, parce que je suis un peu... Bonjour Cynthia. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Ça va trop vite pour moi, pour mon petit cerveau. Bonjour Triskel. Bonjour Adèle. Donc pour ce 11e Stammtisch, d'abord je voulais faire le point. Salut Mélusine. Je voulais d'abord faire le point. Salut Sophie. Le point sur les ventes pour l'Australie. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui ont, merci Mélusine, participé. D'après mes calculs, on est autour de 214 €. Donc merci beaucoup. Etsy va me virer les sous et donc je vais pouvoir faire normalement, j'espère demain ou après-demain, le virement vers Wire the Wildlife, je ne sais plus quoi, c'est assez long. En tout cas, ceux qui sauvent les jolis bébés cute koalas et les cute petits kangourous et les cute petits platypus et toutes les cute bêtes qui souffrent. Alors on peut se dire pourquoi avoir choisi ça plutôt qu'un autre. Je ne sais pas si on m'entend d'ailleurs, j'ai mis mon micro, mais je ne sais pas si on m'entend. Mais c'était parce que c'est dans l'actualité, je me suis dit qu'en fait je referais ça régulièrement avec d'autres œuvres de charité, façon de parler, histoire d'être un peu solidaire. Donc de temps en temps je vais proposer une ou deux gravures et les dons seront reversés à une association. Voilà, donc là on commence avec l'Australie parce que c'est dans l'actualité du moment et qui sont un peu dépassés par les événements et qu'on sait que le feu est vraiment compliqué à combattre, surtout quand on connaît l'Australie qui est par nature très sèche. Et donc ils sont en plein été. J'ai une copine australienne, ma tatoueuse est australienne, donc elle était près des feux. Elle avait mis sur Instagram elle filmait les feux autour de chez elle puisqu'elle était revenue chez elle pour les vacances de Noël. Et donc c'est vrai que c'est impressionnant et donc j'ai choisi moi les animaux parce que c'est vrai qu'eux n'ont rien demandé, encore moins que les humains. Alors, pour les pertes humaines sont bien sûr extrêmement douloureuses et tristes, mais il est vrai aussi que les animaux n'ont rien demandé, qu'il y en a énormément qui sont morts. Et donc je referai ponctuellement des actions comme ça, vous verrez au fur et à mesure de l'année, parce que finalement je me dis que c'est pas mal. Donc merci à vous de participer. Et puis ça fera parler d'associations que les gens ne connaissent pas toujours. Meilleurs vœux à vous aussi. C'est vrai, je n'ai même pas souhaité la bonne année, du coup j'ai été lancée comme j'étais à la bourre. Donc bonne année à tout le monde, j'espère que vous avez fait un gute Rutsch, comme on dit en Allemagne, un bon passage. Donc aujourd'hui, après avoir fait le point Australie, on va lire les cartes de la semaine, vu que j'étais à la bourre. J'ai fini à 4h30 ce matin pour pouvoir envoyer mes pièces chez mon galériste qui va partir avec. Donc j'ai un peu la tête dans le cul et je suis très éclairée par cette lampe, je me rends compte. Et donc on va faire le tirage de la semaine. Donc puisque vous êtes là, vous pouvez choisir. Il y a 3 choix. Il y a le petit cristal qui est là. Et je remercie, je ne sais plus qui me l'a offert, mais il vient des Vosges, ça je me souviens. Et donc je le garde précieusement avec moi. Vous pouvez donc choisir ça, c'était le tas 1. Le tas 2, c'était le petit coquillage. Voilà.
qui vient d'une plage que quelqu'un m'a envoyée. Donc, merci. Et la petite plume de G. Le G des chênes. Je sais que Mélusine avait choisi le G des chênes, il me semble. Donc, moi aussi d'ailleurs. Donc voilà le G des chênes. Cette petite plume, j'ai trouvé cet été quand on fêtait l'anniversaire de mon neveu. Donc chaque petit objet a son histoire. Donc on va dépioter, vous avez le temps de choisir 1, 2 ou 3. On dépiotera je trouve plus mes mots moi, le tirage pour chacun. Et puis après on parlera de l'Awen Creative Challenge. Alors l'Awen Creative Challenge, j'ai essayé de le penser, je me rends compte que j'ai perdu ma feuille. Ça commence bien. Ah non, elle est là. J'ai cru que j'avais perdu ma feuille avec tout le plan du truc. Non, il est là. Donc ça va être en 9 étapes. Comme les Catayons Challenge, ça sera le mercredi et le samedi. Et puis je vous expliquerai après. Donc, j'espère que vous avez choisi tas 1, 2 ou 3. Donc en replay, je mettrai le petit timing. Donc c'est parti pour le 1. Je ne les ai pas vus encore. Donc c'est surprise. Voilà. Donc il y avait amour, travail. Qu'est-ce que j'avais noté? Amour, travail, énergie et le conseil. Alors pour amour et travail, on a le roi de Pentacles qui a l'air bien heureux. Donc on peut estimer que ceux du tas 1 ou celles et ceux du tas 1 vont être plutôt cool cette semaine. Moi je dirais que en amour, ça va être plutôt sympa. Ne vous attachez pas aux trucs trop matériels. Essayez de vivre votre amour plutôt de façon saine et poétique et romantique. Donc, essayez de faire fi des problèmes matériels pour une fois et de profiter plus de la vie. Pour ce qui est du travail, oui, c'est le Greenwich. Et par le Greenwich, le truc qui donne l'heure. Non. Et pour le travail, je dirais que pour celles et ceux qui ont choisi le tas 1, ça va plutôt bien se dérouler. Pareil, si vous n'êtes pas trop porté sur des choses plus... il faut être un peu au-dessus des choses, un peu vivre pour vous. Vous avancez sur votre chemin. Paisiblement, vous n'entrez pas dans les choses compliquées, voilà. Oui, c'est vrai que le dos de ce tarot n'est pas très joli. On dirait une guirlande de Noël un petit peu kitsch. Mais ce qui est dommage surtout, c'est qu'on ne peut pas l'avoir dans un sens ou dans l'autre. Il est que dans un sens. C'est plus ça que je reproche, plus que d'être moche. Ensuite, pour l'énergie, on a Mabon, c'est une jolie carte. Donc il faut vous libérer justement, c'est ce que je vous disais, ça répond en fait très bien à cette carte. Il faut être un peu au-dessus, se libérer des choses et profiter de la vie. Après tout, la vie n'est pas que matérielle, donc on focalise toujours parfois plus sur le matériel qui est normal dans notre société. Mais là, on vous invite cette semaine à avoir plutôt une énergie joyeuse et de vous amuser un peu, de prendre plaisir aux choses, de redécouvrir l'enfant qui est en vous. Et le conseil, on a le tertre des merveilles, c'est un tarot que j'aime bien, qui s'appelle le tarot des chamans. Il porte un autre nom avant qui était mieux, mais je l'aime bien quand même. Et donc le tertre, ça vous le conseil de la semaine, c'est de parfois vous retrouver un peu avec vous-même pour faire le point, justement peut-être pour éviter de vous poser des questions sur des sujets plus basiques de la vie et de plutôt profiter des choses. Et le tertre vous invite aussi à repenser aux ancêtres, par exemple, puisqu'un tertre à la base est une tombe, donc je sais, ça paraît pas joyeux, mais de se reconnecter un peu à vos ancêtres. Donc, quand vous avez un coup de mou, je dirais qu'il faut penser à eux et puis peut-être leur parler, peut-être qu'ils vous donneront un peu de votre énergie.
Moi, je pense que c'est important de se souvenir de ceux et celles qui nous ont précédés. Le tas numéro 2. Alors, avec toujours le dos moche, n'est-ce pas? Et devant, c'est la lune. Cette carte, je l'aime beaucoup. En plus, elle est très jolie dans ce jeu, qui est donc The Green Witch. En français, c'est la magie verte, je crois. Et donc, j'aime beaucoup la lune. D'une façon générale, j'aime beaucoup la carte de la lune. Donc, pour ceux qui ont tiré le tas 2, je dirais qu'en amour, il va falloir mettre au clair certaines choses que vous cachez en vous ou que l'autre cache et que vous soupçonnez. Ce n'est pas forcément des tromperies, hein. Ne voyez pas tout de suite des choses horribles, mais mettre au clair des choses avec votre partenaire, peut-être parce que vous le sentez que c'est le moment. Peut-être qu'il est temps de mettre les choses au clair pour avoir une communication plus facile. Et si vous êtes en célibataire, je pense qu'il faudrait peut-être un peu se reconcentrer sur vous-même et revoir un peu vos objectifs, parce que peut-être que vous êtes sur une voie qui n'est pas la bonne, et peut-être reconsidérer certaines choses. Donc moi je dirais ça pour les amours. Pour le travail, ne faites pas attention à ce qu'on dit autour de vous, faites confiance à votre intuition. La lune, c'est vraiment la carte de l'intuition, donc d'ailleurs en amour, faites toujours confiance à votre intuition avec. Et on a Dean qui vient, il a sûrement quelque chose à dire sur la lune. Qu'est-ce qu'il y a, Dean? Voilà, c'était son avis. C'est bien, tu me caches la lumière, c'est cool. Et donc, avec la lune, avancez comme ça, avec l'intuition, et faites ce que vous avez à faire. Et peut-être que quelque chose poindra une autre perspective aussi poindra. Oui, c'est Dean. Bon, je ne vais pas le porter parce que sinon je vais le traumatiser. Je lui caresse la tête. Pour l'énergie de la semaine, c'est le pain, donc vous êtes dans l'accomplissement, donc c'est bien. Là aussi, je trouve que d'une certaine manière, ça répond à la lune, comme toujours, puisque, comme je vous l'ai dit, avec la lune, on peut supposer que des choses nouvelles vont naître, des choses qui sont restées secrètes en vous, soit que vous ne vous avouez pas, soit que vous découvrez maintenant d'une manière ou d'une autre, et donc peut-être que vous allez aller vers un accomplissement. Donc c'est une bonne semaine pour les deux, et je pense qu'il faut faire lever le blé, comme on dit. Faites lever le blé et faites que ce début d'année soit un commencement, alors d'année civile, mais peut-être un commencement pour des choses, mais sans vous mettre des buts non plus. Je vous demande pas, enfin c'est pas le but de faire des buts, c'est pas le but justement de se mettre la pression, mais d'avancer doucement vers quelque chose de nouveau. Ce qui nous est confirmé par la Dame des Étoiles, qui vous demande de vous reconcentrer aussi sur plus quelque chose d'universel, mais l'universalité peut se trouver en vous et peut se trouver à l'extérieur de vous. N'oubliez jamais que l'universalité est universelle partout. C'était la phrase du jour. Voilà donc pour le tas numéro 2. Dean n'a rien à ajouter. Tu as quelque chose à ajouter, Dean? Non, il n'a rien à ajouter. On arrive au tas 3, la plume de G de chêne. Alors, c'est celle que j'avais choisie, donc c'est surprise. Il y a le 3 de pentacle. Donc, pour le tas numéro 3, Dean, un avis? Non, il s'en va. Donc le 3 de pentacle vous demande de vous recentrer sur ce que vous faites dans les amours et le travail. Alors on va faire le résumé des deux, puisque de toute façon ça résume un peu les deux. Et de retrouver une certaine harmonie avec vous-même. Et puis dans les amours, je dirais de retrouver la voie de l'harmonie avec votre partenaire. Et si vous êtes seul, d'essayer de vous retrouver vous-même
plus en harmonie pour pouvoir avancer vers les autres. C'est toujours quelque chose de compliqué d'avancer vers les autres et peut-être que vous êtes mis trop de barrières. Donc ça, c'est pour le amour et travail. Et l'énergie de la semaine, eh ben, c'est le travail, c'est work, c'est le chant. Donc travailler justement à avancer sur les choses, essayez de vous recentrer. En fait, c'est toujours un rappel, les choses. Essayez de vous recentrer et justement le garde de la forêt nous rappelle ça aussi, de se recentrer. La forêt, notre forêt intérieure, je parle souvent de forêt, que ça soit en termes d'allégorie du monde ou d'allégorie interne. Je pense qu'il faut vraiment parfois reprendre nos sentiers intérieurs pour nous retrouver, marcher sur des chantiers. Vous pouvez marcher sur des chantiers, mais c'est moins joli. Sur des sentiers oubliés, et donc vous redécouvrir. Donc cette semaine pour le tas 3, c'est une redécouverte, et oui, un pied au fondement, mais dans le sens positif. C'est-à-dire que y aller cool. Moi, je suis jamais pour se mettre la pression. Il faut jamais se mettre la pression. C'est important si on veut avancer, d'avancer avec de la construction. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs les cartes. Si on avance sans construction, on n'avance pas ou pas correctement. Il faut toujours... ou alors c'est mon côté control freaks qui parle, je ne sais pas. Donc voilà, est-ce que Dean, tu es d'accord? Est-ce que Dean est à côté de moi? Je vais essayer de faire un truc. Je vous promets pas que ça marche. Dean, voilà, tu montes ta tête. Coucou Dean. C'est bien, vous avez son dos. Le dos pelé, parce qu'il fait des nœuds, et on a beau le brosser, ça fait des nœuds. Bon, je crois qu'il a décidé de venir être avec moi pour parler de l'Awen Creative Challenge. Alors, pour commencer, l'Awen Creative Challenge, j'y pense depuis longtemps. On m'a souvent demandé comment débloquer sa créativité et comment réussir à avancer quand on a envie de faire des choses et qu'on est un peu coincé. C'est vrai que c'est pas toujours facile de se mettre un coup de pied au cul, comme disait Mélusine. C'est pas toujours facile de débloquer des choses. Donc j'ai essayé de penser ce challenge à la fois pour les gens comme beaucoup d'entre vous ici qui tirent les cartes, qui connaissent les oracles et les tarots. J'ai essayé de le penser pour vous, mais aussi pour des gens qui ne sont vraiment pas habitués au fondement. C'est vrai, si tu as dit au fondement, je suis moins polie. Mais je suis toujours moins polie. C'est mon côté vieille punk sûrement. Donc, j'ai essayé de le penser pour les deux, tout simplement parce que je pense qu'il y a des gens qui sont bloqués dans leur créativité, mais qui n'ont pas forcément la connaissance des tarots et des oracles, et de l'utilisation du tarot et des oracles dans un travail justement de construction, je veux dire de son travail. Donc ça, je l'expliquerai pour chaque étape quand je ferai les vidéos, savoir comment pouvoir se débrouiller avec ou sans carte, parce que je vais adapter ça à chaque étape est un peu différente. Donc l'idée m'est venue il y a longtemps, mais il m'a fallu le temps de le construire, parce que je voulais quelque chose qui est comme le Hécatéon Challenge, une espèce de logique, parce que si on fait quelque chose sans logique, autant ne pas le faire. Et autour de la créativité, c'était important de réinstaller une logique, surtout chez des personnes qui sont un peu perdues face à leur créativité et qui pensent même des fois qu'ils ne sont pas du tout créatifs. Il faut savoir que tout le monde est créatif, tout le monde a un potentiel créatif. Vous ne serez pas forcément, bien sûr, de grands artistes, mais ça, on s'en fout. L'important, en fait, dans la création, et c'est ce qui est peut-être le plus important, c'est de pouvoir exprimer des choses que vous ne pourriez pas exprimer autrement.
Et là, ça compte aussi bien pour la peinture, la sculpture ou l'écriture, ou n'importe quelle forme créative. Je pense qu'il faut réussir surtout à exprimer des choses qu'on a envie d'exprimer sans que ce soit quelque chose de difficile, comme une sorte d'accouchement, et là on perd confiance parce qu'on se dit non, j'y arriverai jamais, ça va être horrible. Et le but de ce challenge, c'est justement de se débarrasser de la plupart de ces choses qu'on se met sur le dos quand on veut créer et que ça vient pas. Et du coup, on appelle ça le fameux syndrome de la page blanche pour les écrivains, mais ça existe aussi pour les peintres. Le syndrome, je bouscule mon pied, moi, c'est parce que j'étire ma jambe qui fait 12 km de long. Et donc, il est très important de savoir s'affranchir de certaines choses pour créer. Et donc, on va voir ça. Alors d'abord, je voulais vous parler du titre, ça s'appelle le Awen Creative Challenge. Awen, c'est un mot gallois et breton et welsh qui veut dire inspiration. Alors c'est un mot qu'on rattache dans les traditions druidiques modernes, je ne sais pas, druidiques anciennes, en tout cas druidiques modernes, plus aux bardes et aux poètes, ce que je trouve assez réducteur personnellement. Mais peut-être parce que c'est vrai que de l'art gaulois, on connaît très peu de choses. Je veux dire, l'art visuel gaulois, on connaît très peu de choses. Et on a des pièces qui viennent de l'ère de l'Athènes ou de la civilisation Hallstatt, mais en fait, il existe assez peu de créations artistiques de ces périodes-là. Donc, elles sont plutôt romaines après. Ou d'inspiration romaine aussi. Les Romains ont amené un souffle artistique en fait. Sur tous les pays qu'ils ont conquéris, ils ont souvent imposé d'ailleurs la chose. Donc il y a des pays où c'était plus facile que d'autres. Et pour ce qu'on appelle les Gaulois, justement c'était plus simple vu qu'il n'y avait pas un art installé comme ça pouvait l'être chez les Grecs, chez les Romains, chez les Égyptiens où tout est très connu. Donc, l'Awen, c'est l'inspiration dans le sens grandiose, dans le sens muse presque, mais c'est aussi l'énergie qui vous rattache au divin. Et c'est ce qu'est l'inspiration en fait quand on écrit ou qu'on sculpte, même pour soi, et c'est ce que ça devrait être d'ailleurs justement, c'est une sorte d'énergie qui vous emporte hors de votre carcan du quotidien pour pouvoir créer quelque chose qui soit hors monde, mais qui soit de votre monde intérieur. Et donc c'est des portes à pousser qui sont parfois lourdes. Donc pour en revenir au mot Awen, la première apparition, je l'ai noté parce que sinon j'allais oublier, c'était Historia Britonum, du moine Gildas, c'est au 8e siècle. À l'époque on écrivait ça A-G-U-E-N, mais ça se prononce Awen. C'est peut-être la première fois qu'on a une suspicion, enfin qu'on peut supposer qu'on parle de l'inspiration. Au 9e siècle, il y a toute une série de poèmes qui sont édités, enfin pas édités, parce qu'il n'y a pas d'édition, en tout cas qui sont écrits, s'appellent les chansons, alors je prononce très mal, hein, de Leeuwarden. Je prononce beaucoup mieux les mots allemands et germaniques en étant alsacienne que les mots de consonance irlandaise, galloise. Je laisse ça à ceux qui savent. Donc c'est un cycle qui est post-romain, c'est 9 poèmes, et là l'Awen est plutôt considéré comme l'instinct du savoir. Alors c'est un peu flou, l'instinct du savoir, j'ai cherché, j'ai pas trouvé grand chose, j'en ai conclu que en fait on revenait à l'histoire de l'inspiration qui doit venir de nous, une sorte d'intuition, d'un savoir interne. Donc
j'ai pas beaucoup trouvé de signification autour de cette notion d'instinct du savoir. Ensuite, on arrive à Giraud de Bari, ou dit le Cambrien, qui n'est... Je suis un peu haute, moi. Ah, voilà, c'est mieux. Tout ça, c'est à cause de Choubi, de Fadedine, de Colchic, et qui était en fait un compagnon de Henri II de Plantagenet, et c'était un religieux. Donc, lui, il avait une vision, bien sûr, très chrétienne, et aussi très... On est au XIIe, on n'est pas encore dans la chasse aux sorcières, donc on n'est pas encore dans les hérétismes, bien qu'on commence à voir une montée de ces questions sur ce qui est hérétique ou pas. Et donc lui va décrire dans sa Description of Wales au XIIe siècle des scènes de transe, et il dit que les gens sont appelés Awenidion. Et il les décrit vraiment comme une transe qu'on appellerait modernement, un mot que j'aime pas beaucoup, c'est le voyage chamanique, mais donc qui est plus une transe dont on sort échevelé, et les gens disent qu'ils ont reçu une sorte de don, et lui il les voit comme des ignorants. Alors ça c'est vraiment la vue chrétienne, païen égale ignorant, égale si tu fais une transe, c'est que ce n'est pas Dieu qui te parle, c'est forcément le démon. Donc il faut bien se replacer dans le contexte. Et donc il ne comprend pas qu'effectivement on peut faire des transes dans lesquelles on voyage, ce qu'on peut appeler du spirit work ou du dream walking. C'est des termes que je préfère au terme français, marcheur de rêve. Ça fait un peu bizarre, mais voilà. Et donc au XVIIe, on commence à aller vers le druidisme moderne. Mais c'est surtout au XVIIIe que va se développer ce qu'on appelle nous le néo-druidisme ou le druidisme moderne. Et là va apparaître le symbole que je porte autour du cou. Je ne sais pas si on va le voir. Enfin bon, c'est 3 points, 3 lignes et 3 cercles autour. Ça c'est propre à ma congrégation entre guillemets. Donc les 3 lignes, c'est les 3 aspects de la divinité. Les 3 points sont vus comme la course du soleil dans le ciel, et les cercles autour, c'est les cercles de la création. Donc ça doit évoquer la puissance créatrice. Moi j'aime bien ce symbole tout simplement parce qu'il me rappelle Aton. Alors évidemment, comme je suis une quise, j'ai oublié de ramener mes bouquins sur Akhenaton ou Akhenaten. Alors je ne vous parle pas du rappeur, non, je ne vous parle pas du rappeur de IAM qui a repris ce nom, parce que non, il ne chantait pas non plus avec Khéops qui a construit la pyramide. Et donc Akhenaton est un pharaon extrêmement intéressant, mais le plus intéressant c'est qu'il a fait sortir du lot Aton. Alors on va expliquer un peu Aton, vous allez vous dire mais vers quoi elle s'embarque, nous parle de druides et tout d'un coup on arrive en Égypte, et c'est parce qu'il y a une logique. Alors Aton, mon micro, ah mais oui, mais c'est Sam qui me l'emmène avec sa queue, j'avais même pas vu qu'il y avait Sam. Viens, salut Sam, il fait la gueule maintenant. Donc Aton c'est un soleil avec des rayons et des petites mains au bout qui tiennent des ankh, des croix en C. Et c'est un symbole que j'ai tatoué derrière en partie. J'ai les rayons, mais au-dessus j'ai un œil omniscient, mais qui remplace le soleil. Je ne vais pas me faire un striptease ici. Oui, c'est la période amarnienne, et parce que l'art justement est différent. Et donc Aton, c'est en pleine période amarnienne, c'est Akhenaton, la période amarnienne. C'est une période qui a été extrêmement courte, elle a duré à peu près 17 ans. Alors pour resituer Akhenaton, le plus facilement, c'est le mec de Néfertiti. Comme ça, tout le monde voit à peu près qui c'est, parce qu'en général, si tu dis Akhenaton, soit tu penses au rappeur, soit tu vois pas trop. Mais en gros, c'est le mec de Néfertiti.
Là, les gens situent beaucoup mieux parce que tout de suite, ils voient le buste. Et effectivement, rien que le buste qui est à Berlin, je crois, est très différent de ce qu'on faisait avant. Mais ça a à voir avec justement la notion de Aton. Aton, à la base, c'est le principe d'Atum-Re. Et oui, c'est le père de Toutankhamon. Par un moment, on pensait que c'était le frère, ça a été compliqué. On n'avait pas été d'accord, et puis finalement, il s'avère que c'est son père. Oh, Toutankhamon, je suis ton père. Toutankhamon, qui s'appelait Toutankhaton, à la base, et à qui on a changé le nom pour pas longtemps, vu qu'il est mort jeune. Et donc, ils étaient aussi quand même très, très consanguins aussi, puisque dans ces familles, on devait garder le sang royal, donc souvent les pharaons épousaient leurs filles, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Mais le principe d'Aton, donc ce soleil, souvent les gens disent que c'est un dieu, mais en fait c'est un principe et qui se rapproche de l'Awen, c'est un principe créateur. Il a des rayons avec les mains, langue qui donne la vie. Et quand on lit ce que j'ai oublié dans ma bibliothèque de vous ramener, les hymnes à Aton, que vous pouvez trouver chez Folio, si ça vous intéresse. C'est un livre assez court, avec de très jolis hymnes. On pense qu'ils ont d'ailleurs inspiré, je crois, le psaume des psaumes. J'ai un peu perdu ma connaissance biblique. Et donc, c'est très beau, en plus. Ça parle de la nature, c'est très animiste. Et on est loin des dieux anthropomorphes. Donc, c'est pour ça que je le rapproche de l'Awen, dans le sens où Athènes, c'est Edine qui explose. Il n'y a pas de problème, il vient d'éternuer sur mon pied. Je pense que je peux jeter mon pied, c'est tout. Donc, ça, c'était pour faire le lien entre les deux et vous expliquer pourquoi j'aime le symbole de l'Awen, parce qu'il me rappelle le symbole Athènes. Donc, vous regardez Aton, A-T-O-N, sur Google, vous googlez Aton et vous verrez le symbole. Alors, quand on vous dit que c'est un dieu, non, pas vraiment. C'est un principe, c'est comme le Saint-Esprit, c'est comme l'Awen, c'est vraiment... sauf que Akhenaton l'a sorti de son contexte pour en faire un culte autour, mais un culte presque animiste et monothéiste. Et pour certains, alors après c'est toujours discutable, hein, les choses d'histoire, les combats entre historiens, archéologues, littérateurs, pour certains, ce serait l'origine des religions monothéistes qu'on connaît aujourd'hui. Oh, c'est le chat qui s'en va. C'est Dean qui s'en va. Salut Dean! Pas loin. Et donc, ce symbole est très chouette. Voilà, c'était pour dire ça. Donc maintenant, on va revenir à l'Awen Creative Challenge. Donc il y aura 9 étapes. On va commencer par la toute première étape. Je vous réexpliquerai chaque fois plus longuement avec un tirage pour ceux et celles qui tirent les cartes et sans tirage pour ceux qui n'utilisent pas les cartes le mercredi et le samedi. Là, on va juste voir, je vous l'écrirai. De toute façon, ce sera sur mon blog demain. Il faut juste que je les tape parce que ça, je pense, mes pattes de mouche, ça va être assez dur à lire. Donc, on va... Oui, c'est l'une des premières formes de monothéisme. Oui, c'est ce qui est vraiment intéressant. Et il y avait les Zoroastres avant, enfin dans toute la Perse, il y avait des monothéismes, mais disons que probablement le monothéisme d'Akhenaton a été la graine, puisque alors il faut rappeler le contexte, il a construit une ville. Il s'est dit, tiens, ouais, super, je vais construire une ville, ça va être Akhetaten. Et je vais trouver un super lieu. En fait, il a choisi un lieu ultra désertique, mais où il y avait beaucoup de soleil. Parce qu'Aton, c'est le soleil. Donc, il s'est dit, ah super, il y a beaucoup de soleil, je vais pouvoir faire mon culte solaire. Et là, ce qu'il n'avait pas pensé, c'est qu'un endroit où c'est très désertique, où il y a beaucoup de soleil, ben, ça ne pousse pas beaucoup. Et donc, on se retrouve à Akhetaten, qui fait construire une cité assez grande. Mais hélas, pour cultiver ces terres, ça va être très difficile. Et donc,
on pense qu'au fur et à mesure, oui, aujourd'hui ça s'appelle Tel El Amarna, vous pouvez le visiter. Je rêverais de visiter le trou de l'Égypte. Et donc pendant 17 ans à peu près, cette ville a fonctionné tant bien que mal, plutôt mal que bien. Et puis Akhenaton à la base n'était pas prévu pour être pharaon. Et je pense que ça a beaucoup joué. Il étudiait la théologie à Héliopolis. Et donc il était vraiment pas fait pour diriger le pays. C'était son frère qui est mort, je crois, dans un accident de char, si je me souviens bien. Et ça a été... et il ne reste pas grand-chose. En fait, c'est un agriculteur qui a trouvé un jour un morceau, ce qu'on appelle une talatate. Alors les talatates, c'est des petits morceaux de pierre sculptés. En gros, je vous résume. Et donc, il a fallu refaire des puzzles entiers. Et on s'est rendu compte sur talatate, il y avait des hiéroglyphes. Et puis après, on a trouvé une pierre qu'on pense être une pierre d'entrée de la ville. Et on a retrouvé le nom d'Akhenaton. On pense que c'est Ramsès II qui a enlevé le nom d'Akhenaton de la lignée des pharaons. Et c'est pour ça que les archéologues, pendant longtemps, ont complètement perdu Akhenaton, jusqu'à ce que cet agriculteur, qui avait bien du courage donc de agriculter à Tel El Amarna, a sorti cette pierre. Donc c'était vraiment un pharaon totalement oublié. Et donc alors, il y a un très beau grand Akhenaton au Louvre, vous pouvez voir. C'était probablement un pilier de temple. Et ce qui est très intéressant chez Akhenaton, c'est qu'il a ce côté non-binaire, c'est-à-dire que c'est un des premiers qui inclut dans la prêtrise sa femme, oui, agriculter. Moi, je trouve que c'est bien, agriculter. C'est un néologisme, je trouve qu'on devrait le stampfler, comme on dit en alsacien. Et donc, il a un côté très androgyne, il est fait comme une femme, il a des hanches très larges, il se fait représenter comme ça. C'est un art beaucoup plus réaliste que l'art égyptien qui précède et qui va suivre. Donc, c'est vraiment une parenthèse dans l'histoire égyptienne, courte mais intense. Et un jour, je vous ferai une vidéo complètement sur Akhenaton, ce sera beaucoup plus simple. C'était mon idole quand j'étais petite, ma grande idole, donc j'ai plein de livres sur lui. Donc revenons à l'Awen Creative Challenge. Alors la première étape sera le bilan. Donc le bilan dans cette première étape, ça sera pour définir un peu le créateur que vous êtes. Parce que des fois on se voit d'une certaine manière et puis finalement c'est pas tout à fait la bonne manière de se percevoir. Moi par exemple j'aurais toujours rêvé de faire des choses très abstraites et très vides, et il faut que je me rende à l'évidence que absolument jamais je ne ferai des choses vides et très zen et très fluides. Non, jamais. J'ai beau essayer, ça ne marchera jamais. Donc il y a le premier truc, c'est de savoir quel créateur on est, savoir ce que pensent les autres de nous, le rapport à la créativité. Ça sera un premier bilan, et puis savoir si on est prêt à se remettre en question. Parce qu'on ne va pas se lancer dans une espèce de workshop sur un mois si on n'est pas prêt. Alors bien sûr, on ne sera pas obligé de faire toutes les étapes. S'il y a des étapes dont vous n'avez pas besoin ou que vous voulez sauter pour une raison qui vous est propre, il n'y a pas de souci. Hein. Je ne suis pas la République, c'est pas moi. Donc vous faites ce que vous voulez. La deuxième étape, ça sera faire table rase dans son atelier mental. Nous avons tous un atelier mental, un musée mental, une bibliothèque mentale. Merci Sherlock Holmes. Et donc, il va falloir faire du ménage là-dedans pour savoir quelle direction prendre et puis faire un peu trier les choses, parce que dans cet atelier mental, si vous avez trop de bordel dans votre atelier, moi je peux en parler, j'ai beaucoup de bordel dans mon atelier, mais je m'y retrouve. Si on a trop de bordel, des fois il y a des choses inutiles, donc il va falloir ranger les choses
Et on verra comment, pour voir aussi quelle façon de travailler je peux envisager. Alors bien sûr, ça ne s'applique pas qu'aux arts visuels non plus, ça s'applique aussi à ceux qui veulent écrire ou sculpter, ou ça peut s'appliquer à toute forme de création, hein. C'est pas du tout fermé, ça sera à vous vraiment de l'adapter à vous-même. L'idée, c'est vraiment de plutôt faire un peu de ménage pour réussir à sortir ce que vous avez envie de sortir. Ensuite, la troisième étape qui est importante, parce que ça, vous avez été plusieurs à m'en parler, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est quand on a... Alors, je ne suis pas bordélique, mais je suis créative, dit Mélusine. Oui, moi je suis bordélique, créative, mais des fois bordélique, c'est chiant. Ça dépend du bordel, en fait. C'est ce que j'expliquerai dans la vidéo. Je vous expliquerai qu'en fait, ça dépend du bordel qu'on a. Donc, parce que suivant un bordel n'est pas pareil qu'un autre. Un bordel peut permettre la créativité, il y a d'autres bordels qui permettent moins la créativité. Je me rends compte que j'ai des taches de gesso qui sont très chic ici. Vous m'excuserez de ce chic extraordinaire. On n'est pas chez Dior, hein. Tiens, il y a Dean qui revient, je crois. C'est merveilleux quand on tape dessus, ça miaule. Ah non, c'est cassé maintenant. Quoi? T'as un truc à dire? Oui? Je crois que je vais finir par faire des vidéos en duo avec mon chat. Enfin, avec mes chats. Quoi? Tu viens de porter? Non. Donc, finir le syndrome de l'imposteur, c'est quand on ne se sent pas à sa place quand on fait quelque chose. Ça, c'est pour résumer. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « mais j'ose pas créer parce que je ne suis pas douée comme d'autres, ça me bloque ». Donc, on va essayer de voir quelles sont les origines de ce sentiment, de voir comment on peut essayer de le faire disparaître. Alors, quand on l'a depuis longtemps, c'est quelque chose qui va être assez... Ah oui, Salem aussi parle comme ça. Eh ben, pas de chance, hein. Je sais ce que c'est. Ouais, là, il s'arrache les poils. Hein, donc on va voir ce qui peut faire que vous avanciez avec ce syndrome de l'imposteur, soit en l'intégrant et en vous disant « bon, j'arrive pas complètement à m'en débarrasser, mais j'arrive à faire avec », soit peut-être en justement réussissant à le pousser hors de vous et de faire avec, enfin de faire sans du coup. Donc il y aura deux options, pareil je vous expliquerai, il y a deux chemins possibles. Il y a celui où on l'intègre et puis finalement il va s'étiolier de lui-même parce qu'une fois qu'un truc est intégré, il vient tellement intégré que des fois ça disparaît. Donc c'est quelque chose qui peut être parfois un peu long, mais c'est quelque chose qui, je sais, bloque beaucoup de gens, ce syndrome de l'imposteur, et c'est dommage parce que des fois, c'est des gens très créatifs, peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent ce sentiment, donc on verra comment essayer, tenter de le minorer ou tenter de carrément le jeter dehors. La quatrième étape, ça va être de définir les obstacles. Alors bien sûr, il y a le syndrome de l'imposteur, mais celle-là, on est déjà en phase. Comme sa troisième étape, c'est qu'on a déjà un peu travaillé dessus. Mais pour une créativité épanouie, c'est pas le seul obstacle. Le syndrome de l'imposteur. Il y a aussi tout ce qu'on a amassé au fur et à mesure des années en termes de frustration, mais que parfois on s'est mis nous-mêmes, hein. C'est justement la pression qu'on se met nous-mêmes. Et on va essayer de voir comment tourner ça à son avantage. Parce que je dis toujours qu'en art, en création, c'est toujours le plus chiant, qui est le plus intéressant à faire tourner à son avantage. C'est toujours le plus difficile qu'il faut réussir à faire changer. Et quand c'est quelque chose de facile, déjà, c'est pas très drôle, et deux, il n'y a pas de challenge. Et puis quand c'est trop facile, c'est que finalement,
on est à l'aise avec un truc, donc ça pose pas de problème. Donc logiquement, vous ne devriez pas faire ce challenge. Donc on va voir comment justement utiliser ces obstacles à la créativité pour en faire une force et voir ce qui l'affecte. 5e étape, ça sera développer et se réapproprier ce fameux atelier mental. Alors pareil, je redéfinirai ce que j'appelle atelier mental, et c'est une notion qui, à mon sens, peut vous aider parce qu'il faut imaginer qu'un atelier n'est pas seulement un espace physique comme le mien. Si je montre vers là-bas, c'est parce que mais là-bas loin, n'est pas seulement donc un espace physique où on crée, mais il y a aussi l'atelier mental, et l'atelier mental compte autant que l'atelier physique. C'est-à-dire que l'atelier mental, on va reprendre l'idée de Lawen, on dit de Lawen qu'elle naît dans un chaudron. C'est un peu votre chaudron dans lequel vous faites votre potion et qui va vous permettre de sortir quelque chose de créatif. Et donc, il va falloir se réapproprier cet endroit, maintenant que vous l'avez nettoyé, que vous avez enlevé quelques trucs, qu'on y voit un peu plus clair, où vous vous rendez compte, ah mais il y a une table en fait, ou un sol dans votre atelier mental, et vous pouvez peut-être enfin développer quelque chose de nouveau. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire maintenant que l'atelier est un petit peu défriché de son foutoir. En 6e étape, ça va être connaître son message. Et connaître son message, c'est qu'est-ce que je veux dire? Parce que la création, en fait, un des problèmes pour les gens créatifs, c'est de savoir ce qu'on a envie de dire. Alors, c'est pas forcément un message dans le sens où on passe un message aux autres. Ça peut être ce que j'ai envie de dire de moi, ce que j'ai envie de dire du monde, ma façon de voir. C'est quelque chose qui est assez compliqué parce que c'est peut-être la chose la plus intime, c'est de connaître son message, mais c'est ce qui est en fait une des clés pour une créativité apaisée, c'est de savoir ce qu'on veut dire. Parfois on se pose trop de questions, se poser trop de questions, et on y reviendra quand on parlera de la 6e étape, se poser trop de questions dans la création, c'est quelque chose qui est important, mais trop de questions tuent les questions. C'est transmettre aussi. Oui, quel message je veux transmettre? Mais ça peut être transmettre à soi-même. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux sortir de ce que j'ai en moi. C'est vraiment, à mon sens, en tant qu'artiste, depuis plus de 20 ans maintenant, quand j'étais jeune, ça a été peut-être le truc le plus dur, et même encore aujourd'hui, j'apprends tous les jours à pousser un peu plus la porte. Et il faut se dire de toute façon que chaque progrès qu'on fait est un progrès, et pas voir un but, mais ça aussi on y reviendra, un but inatteignable. Il faut toujours se contenter de chaque petit pas. Chaque petit pas est important dans la création. Donc, il faudra absolument se limiter dans les questionnements. On va essayer de faire ça dans la 6e étape. Réduire votre questionnement et voir vraiment vers quelle est la chose que vous voulez dire. Et parfois, ça peut être un petit peu perturbant dans le sens où vous allez peut-être avoir envie tout simplement de sortir des choses un peu cathartiques et qui vous font juste du bien, qui ne sont pas là forcément pour transmettre, même si transmettre, c'est quelque chose. Encore que dans la catharsis, c'est aussi une forme de transmission. J'y reviendrai aussi. Donc, on verra ça à la 6e étape. La 7e étape, c'est se rendre unique sans pression. Je suis assez fière de ce titre, se rendre unique sans pression. Je sais que beaucoup d'entre vous vont en discuter avec des amis, avec des copines, ont toujours cette question, mais qu'est-ce qui fait de moi que je suis unique? Dean, si tu pouvais éviter de me cacher ma lumière, j'apprécierais. Merci. Merci, Dean. Super. Et donc, se rendre unique, c'est aussi oublier son propre jugement.
parce que le jugement qu'on a sur nous-mêmes est des fois plus dur que celui qu'ont les autres. Mais des fois, notre jugement nous pousse à croire que celui des autres est pire que le nôtre, alors que c'est le nôtre qui parle. Donc, c'est absolument essayer de se mettre à nu et de connaître ses propres émotions. La 7e étape, ça va être une étape délicate, mais on va la faire sans pression. C'est-à-dire essayer de trouver doucement sa façon d'être en accord et de trouver vraiment ce qui fait de nous la chose différente et reprendre confiance dans cette petite différence qui peut tout changer. La 8e étape, c'est être conscient de son potentiel. Pareil, après avoir beaucoup discuté, à la fois dans des workshops et à la fois ici, ailleurs, sur des réseaux sociaux, souvent les gens méconnaissent leur potentiel. Des fois, ils ont l'impression d'avoir un super potentiel, mais il y a un vrai manque de travail. Donc des fois, ils ont une impression d'être au-dessus des autres, mais en fait, il y a un sérieux manque de travail. Et il y a d'autres gens qui ont de sérieux potentiels naturels et qui, là, vont par contre toujours se dire non, c'est pas assez bien. Donc là, c'est pareil, c'est comment être fier de son évolution, comment accepter sa part créative, parce que ça, c'est une question importante, c'est accepter sa part créative et se dire oui, je peux être créatif en fait. Et donc, ne plus avoir peur de l'erreur non plus, parce qu'une des choses qui bloque le plus, c'est toujours cette peur de l'erreur, mais dans la créativité, il n'y a pas d'erreur. Et de toute façon, 57, je vais bien. Bon, on est à l'étape 9, donc on arrive à la fin. Et donc la 9e étape, la dernière, ça va être apprendre à justement toujours se remettre en question, mais sans trop se poser de questions. Parce que pour continuer à avancer dans sa créativité, il va falloir continuer à se remettre en selle tout le temps, se remettre en question. Mais si on se pose trop de questions, on en revient toujours au même problème, et ben ça va rebloquer et rebloquer. Alors bien sûr, il reste 9 minutes. Je vais pouvoir ralentir alors. C'est vrai que j'ai commencé un peu en retard. Je surveille mon timer là-haut. Donc, il va falloir intégrer la notion de distanciation avec soi-même. Merci de me le rappeler que j'ai commencé en retard. Il va falloir trier les conseils avec son libre arbitre. Et ça, je le dis aussi pour la spiritualité. Ça marche aussi d'ailleurs pour la spiritualité. Et apprendre à connaître ses limites, soit d'une part pour les repousser, et d'autre part pour accepter certaines limites. Par exemple, moi, je ne saurais jamais dessiner une bagnole. Il faut savoir que pour moi, qui suis en plus astigmate, c'est quelque chose d'horrible. Tout ce qui est ligne droite, c'est quelque chose de terrible pour moi. Donc j'ai fait le deuil de dessiner des voitures jolies, belles, et je ne ferai jamais donc dessinatrice de voitures pour une usine, ni de design de voitures. Donc oui, on ne sait jamais, ça peut servir dessiner une voiture. Mais le pire, c'est que dans l'illustration jadis, on me demandait souvent des voitures et je disais ah non, c'était la pire des choses pour moi. C'était vraiment horrible, une torture affreuse. Donc je passais des heures à dessiner ces voitures. Et je ne suis pas douée dedans. Mais déjà, comme je dis, je suis totalement astigmate. Donc toutes les lignes, heureusement que j'ai des lunettes, mais c'est pour ça que jamais aucune ligne n'est droite chez moi. Je me suis fait une raison et donc j'accepte mon astigmatisme avec joie. Donc voilà, vous avez les 9 étapes, je vous les résume demain, vous les aurez en story sur Instagram et vous les aurez sur le blog. Ensuite, mercredi, on fera la première étape, je la reprends, qui est donc le bilan, pour essayer de faire un point avant de commencer, de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc mercredi, je ferai une petite vidéo que je passerai sur Instagram.
Les 2 vidéos de la semaine, celle du mercredi et du samedi, seront toujours publiées sur YouTube ensemble le dimanche. C'est juste qu'il n'y en ait pas 12 000 sur YouTube sur le même sujet. Et donc, vous pourrez faire votre bilan. Hein. Donc, mercredi, préparez-vous à faire votre bilan créatif et à essayer de connaître justement qui vous êtes en tant que créateur. Ça va être le début de quelque chose. Vous pourrez me poser les questions que vous voulez. J'essaierai d'y répondre. Alors, j'ai normalement un peu plus de temps, bien que j'ai déjà des boulots qui sont tombés. Donc, chaque fois que je me dis, je suis un peu en vacances, non, je ne suis pas encore en vacances. Mais j'ai un peu plus de temps. Et c'est bien, parce qu'il est temps que je me repose un peu aussi. Donc, en tout cas, vous pourrez m'envoyer vos questions. Je voulais aussi dire que je pensais ouvrir un Patreon, pas avec des trucs chers, c'est juste pour pouvoir proposer des PDF qui résument tout ce qu'on dit, parce que c'est parfois plus simple de pouvoir relire que de réécouter une vidéo. Donc ça, pas des paliers très hauts, mais c'est juste pour pouvoir, entre guillemets, rembourser le temps que je mets à faire là-dessus, puis une façon de soutenir mon action si vous l'aimez bien, en suivant la lune. Et donc ça sera pour mi-janvier, et je vais essayer justement de faire un PDF qui reprend tout ce qu'on aura dit fin janvier. Il y aura tout un PDF qui reprendra un peu tout ce que j'aurais dit dans les vidéos des 9 étapes, avec un exercice créatif. Vous verrez au fur et à mesure de janvier, ça va se mettre en place. Et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous décoincer pour certains, ou en tout cas vous faire poser les questions qu'il faut pour pousser certaines portes et aller vers une créativité plus épanouie. Parce que l'important de la créativité, c'est pas de se frustrer, mais c'est de s'épanouir. Parce que sinon, c'est con. Sinon, autant caresser son chat, qui sera très content. Et puis, en fait, un des conseils que je donne toujours, c'est de toujours regarder beaucoup d'images. Alors bien sûr, il faut lire, il faut connaître un peu l'histoire de l'art, mais toujours regarder les images. Et je dis toujours que le plus important, c'est de comprendre pourquoi on n'aime pas quelque chose, plus que de comprendre pourquoi on aime quelque chose. Ça fait toujours rire mon cher épousé, quand je le dis à des élèves qui me regardent comme ça après, mais si, c'est vrai, parce que dans ce qu'on comprend, ce qu'on n'aime pas, on comprend en fait ce pourquoi on est fait. Je vous expliquerai ça plus longuement dans le challenge, mais c'est vraiment important. Donc, je vais essayer d'enregistrer aussi ce Stammtisch qui était comme d'habitude un petit peu décousu. Et c'est le premier de l'année en plus. Et je me suis couchée très tard cette nuit, donc voilà. Mais en tout cas, on va essayer de faire de vous des gens épanouis créativement. Et là, comme je vous l'ai dit, moi je suis une créatrice visuelle, je suis la peinture, mais vous pourrez l'appliquer, j'espère, à vous. Si vous aimez écrire, j'espère que ça peut vous aider. Si vous aimez faire d'autres choses, 2 minutes 30, c'est merveilleux. Moi j'ai 1 minute 27 et il est plus vache Instagram. Donc voilà. Donc pendant ces 1 minute 20, je voulais encore remercier les gens qui ont participé au petit crowdfunding, je ne sais pas comment on appelle ça, pour l'Australie. Je vais pouvoir bientôt reverser les sous, je vous ferai un screenshot. Et puis c'est super cool, c'est une petite goutte dans une grande mer de feu. Là, j'ai vu qu'il pleuvait en Australie, alors on va espérer que les divinités soient avec nous et qu'elles fassent pleuvoir encore chez les druides modernes, anciens, on s'en fout. On dit qu'il ne restera que l'eau et le feu, là ce serait bien qu'il ne reste finalement plus que l'eau et que la vie reprenne son cours.
Et puis la semaine prochaine, dans le Samtiche, on va parler de reconstructionnisme, un terme un peu bizarre, mais peut-on échapper au reconstructionnisme en spiritualité? C'est-à-dire qu'on parle toujours de néopaganisme, néo-druidisme, et donc on va essayer de voir ça. Je vous expliquerai un peu plus dans la semaine, dans les stories. Voilà. En tout cas, rendez-vous mercredi pour la première étape, le bilan. Il me reste 2 secondes. Bonne soirée, merci.